Du jamais vu, le premier tour des législatives confirme la recomposition inédite du paysage politique français. 32% pour La République En Marche, plus de 400 députés en projection de siège selon notre partenaire Elab. Mais visiblement, la leçon du premier tour de la présidentielle a été retenue. Jean-Rémy Baudot, vous êtes au siège du mouvement. Pas question de pavoiser. Non, pas de triomphalisme, pas d'euphorie particulière. Depuis hier soir, on pourrait même avoir le sentiment que le ton est relativement grave. Un candidat largement en tête me confiait hier soir être en tête, c'est être responsable. Il y a évidemment 3 raisons à cette dynamique. Il faut d'abord amplifier le mouvement et que les candidats La République En Marche soient élus au second tour. Il y a le taux d'abstention qui pèse évidemment dans les esprits et sur les résultats. Et puis d'une certaine manière aussi, le plus dur commence. Il va falloir organiser, encadrer cette nouvelle majorité, quelque soit sa taille, avec des futurs députés qui sont souvent jeunes, souvent sans expérience, novices en politique. Il va aussi falloir gérer les égos. Bref, gagner, c'est bien, mais gouverner, c'est évidemment une autre histoire. Et c'est là qu'on sent que le plus dur, probablement, commence pour le staff d'En Marche. Jean-Rémy Baudot avec Philippe Gaillou. Dans le détail, La République En Marche n'est éliminée que dans une seule circonscription. Les 6 ministres qui étaient en lice sont en ballottage favorable. Patrick Sauce, on va voir tout ça en détail avec vous. Le parti du président qui réussit quand même plusieurs gros coups. Oui, alors évidemment, le plus visible, ça se passe à Paris, dans la 19e circonscription. Alors, on vous entend pas, Patrick. Il y a un petit problème de son apparemment. Le parti du président qui a réussi plusieurs gros coups. Et on va en parler avec nos éditorialistes Christophe Barbier, Laurent Neumann et Camille Langlade. C'est vrai que, est-ce qu'on peut dire, Christophe Barbier, tout simplement que ça n'est jamais arrivé? Un parti qui a 1 an d'existence. Non, ça n'est jamais arrivé comme ça, sauf dans des circonstances historiques exceptionnelles. Par exemple, après 1815 ou après 1945, on a vu surgir comme ça des classes politiques. C'est pas tout frais. Eh ben non, c'est pas tout frais. Et c'était des moments où toute l'Europe politique était chamboulée. On sortait d'une guerre, on sortait d'une révolution. Évidemment, arrivait au pouvoir une nouvelle génération. Là, c'est la première fois que ça se passe de manière froide, de manière pacifique. Il n'y a pas eu de barricade, il n'y a pas eu de guerre. On ne sort pas d'un épisode historique d'effondrement. Ça s'est fait par la volonté des Français de procéder à un profond renouvellement. Mais ça s'appelle quand même une révolution. C'était d'ailleurs le titre du livre de Macron. Ils ont fait une révolution, d'abord avec la présidentielle, maintenant avec les législatives. Une révolution, c'est quoi? On change toutes les têtes. Mais on change toutes les têtes pour que le système change. Donc l'erreur de Macron, ça serait de considérer qu'une grosse majorité de 400 et quelques députés, ça se pilote à l'ancienne. Il faut qu'il maintienne la vivacité de cette majorité. Il faut qu'il garde l'esprit du mouvement En Marche dans ce qui sera demain peut-être une assemblée de godillots. Et puis, si on compare, on a plusieurs repères, non pas avec des partis qui n'existaient pas depuis 1 an, mais des vagues. Il y en a déjà eu dans l'Assemblée sous la Ve République. Quelques chiffres. Le record, c'est 93 avec 472 députés de droite. Alors, c'était une alliance, RPR, UDF. Autre repère, 58, l'élection du général de Gaulle. Et dans la foulée, là aussi, un raz-de-marée à droite, 425 députés. C'est ce que devrait récolter plus ou moins à 10 ou 15 députés près le parti ou le mouvement En Marche. Il y a donc bien eu cette amplification du premier tour, 24% au premier tour pour Emmanuel Macron, 32% lors de ce premier tour des législatives. Mais attention, on va sûrement en reparler, la très très forte abstention, le record là aussi, fait que c'est une victoire en trompe-l'œil, mais j'imagine qu'on reviendra là-dessus. Et le renouvellement, si je peux ajouter juste un mot, s'accompagne d'une forme de dégagisme inouï, parce que désormais, et c'est sans doute la première fois, l'étiquette de député sortant était un handicap majeur, quels que soient les candidats. J'ai la liste ici, rien qu'à gauche, 95 députés éliminés dès le premier tour, c'est du jamais vu. Et confirmation avec vous, Patrick Sauce, donc effectivement, ça fait partie des grandes réussites de La République En Marche. Oui, je vous parlais donc de ce gros coup le plus visible pour le nouveau parti tenu par Emmanuel Macron. C'est la 19e circonscription de Paris, on en a parlé depuis hier soir, Jean-Christophe Cambadélis, qui a été balayé par un jeune ministre qui est pour l'instant inconnu, mais qui le sera de moins en moins, Mounir Mahjoubi, c'est le Benjamin du gouvernement, et qui a vraiment, après une campagne express, et même sans vraiment trop faire campagne sur le terrain, parce qu'il était occupé par son poste gouvernemental, il a réussi à écarter le patron du PS. Et puis, moins visible, et puis ça illustre ce que disait Laurent il y a quelques instants. On va aller dans le sud de la France. D'abord dans le sud-est. C'est un fief de l'extrême droite, notamment dans le Vaucluse. Et bien là,
tout a été balayé par La République En Marche. Il y a les deux députés qui étaient sortants, les deux sièges en tout cas qui appartenaient au Front National. Ils sont absolument pas sûrs d'être gardés par l'extrême droite. C'est chez Gilbert Collard ou encore chez Marion Maréchal Le Pen. Tout a été balayé. Il y a des fiefs vraiment où l'extrême droite, voire la droite assez dure, sont très implantés. À Carpentras, à Cavaillon, à Orange, chez Jacques Bompard, bien là aussi, c'est La République En Marche qui arrive en tête. Et puis, de l'autre côté du Massif central, dans un grand fief socialiste vraiment historique, vous avez la Haute-Garonne. Depuis des années, des décennies, c'est le Parti socialiste qui tenait tout ça. C'est le grand chelem ce matin pour La République En Marche. Il y a 5 députés socialistes qui sont éjectés dès le premier tour et dans toutes les circonscriptions. C'est La République En Marche qui arrive en tête. Alors, des barons éliminés, 40% des sortants qui ne se représentent pas. Ça promet un sacré renouvellement à l'Assemblée, rajeunissement aussi. On va voir arriver beaucoup de nouvelles têtes, dont de nombreux novices en politique. On vous en présente 2 ce matin, 2 jeunes femmes. L'une est consultante, l'autre est militaire. Annabelle Rouleau avec Baptiste Keïta. Un peu plus de 18 heures dans cette commune du Maine-et-Loire, Laetitia Saint-Paul, la candidate de La République En Marche, vient aux nouvelles après le dépouillement. Bonsoir. Ici, elle arrive largement en tête avec plus de 46% des voix. À 36 ans, cette mère de famille, officier de l'armée de terre, se présente pour la première fois à une élection. Mais ne lui dites pas qu'elle n'a aucune expérience politique. Je pense que quelque part, dès qu'on s'inscrit dans une démarche associative, dès qu'on a envie de s'engager pour un projet, une idée, c'est en soi politique. À 20h, les résultats tombent. Avec 38% des voix, elle devance de 20 points le candidat UDI, qu'elle affrontera donc au second tour. Un score inespéré, mais Laetitia Saint-Paul ne se laisse pas impressionner si facilement. Maintenant, il s'agit d'être un bon député. Alors, vous pouvez compter sur moi, je ne lâche jamais rien. Dans les Yvelines, soirée de fête. La Benjamine des candidats d'En Marche réalise elle aussi un joli score, près de 48%, loin devant le candidat LR. Mais pas question de se reposer sur ses lauriers. Il faut partir sur le terrain, il faut regarder les quartiers où on a moins mobilisé, essayer d'aller les convaincre. À 26 ans, Marie Lebec est consultante en affaires publiques. Elle a posé un congé sans solde pour s'investir entièrement dans sa campagne, qui lui a pris tout son temps. Quoi que soit le résultat, je tiens à retrouver une part de ma vie d'avant, pouvoir faire du sport, pouvoir faire de la cuisine et consacrer un peu de temps aussi à mes proches. Dans les Yvelines, tous les candidats investis par La République En Marche sont arrivés en tête. De quoi dormir sur ses 2 oreilles. Salut Pascal. Laurent Neumann, il y a un procès en noviciat qui est fait pour tous ces candidats. Ça tient la route. D'accord. Je n'y crois pas une seconde. J'ai le souvenir, 81, ça remonte, toute cette vague de députés socialistes qui arrivaient, ils n'avaient jamais mis les pieds à l'Assemblée. La droite disait déjà à l'époque que ceux-là ne sauraient même pas fabriquer une loi, que le travail parlementaire était un travail obscur. Ce que disait Bernard Accoyer ici même hier soir. Mais c'est une blague. Au bout de quelques semaines, ils seront comme les autres. Ils vont être coachés. D'ailleurs, tous les ténors de La République En Marche expliquent que le principal travail va être un travail de DRH, de ressources humaines. Il va d'abord falloir trouver un patron du groupe qui ait un peu de bouteille et un peu d'expérience, et puis il va falloir les coacher. Mais je n'ai aucun doute. On regardait Valérie Lebec, 26 ans, elle est consultante en affaires publiques, mais elle va être comme un poisson dans l'eau à l'Assemblée nationale. Ça ne fait aucun doute. Alors oui, évidemment, il y a un renouvellement extraordinaire, mais l'argument du noviciat, je n'y crois pas une seule seconde. Aussitôt qu'ils auront mis les pieds dans l'Assemblée, eh bien ils apprendront le travail de parlementaire, ils seront accompagnés d'assistants parlementaires et tout ça se passera au mieux, vous verrez. Eh ben moi j'ai peur. J'ai peur pour une partie de ces nouveaux parce que je pense qu'il y a 2 ou 3 tutelles qui vont s'abattre sur eux. Il faudra qu'ils s'en méfient. D'abord, les fonctionnaires de l'Assemblée, la machine de l'Assemblée qui va expliquer qu'on respectait le protocole, telle manière de travailler et qu'il ne s'agit pas de changer. Si ces gens-là qui ont fait la révolution dans les urnes ne la font pas aussi dans les pratiques de cette Assemblée, totalement obsolète à l'heure de la vitesse, on met des temps fous à faire les lois, eh bien, ils perdront la partie. Deuxième tutelle possible, les conseillers des ministres, qui viendront leur dire, c'est sympa, vous êtes élus, bravo, vous vous asseyez là, vous signez là, vous votez là, le vote oui, c'est ici, c'est ce bouton-là, vous ne connaissez pas. Voilà. Le caporalisme technocratique. Et puis enfin, la tutelle politique, où on va venir leur dire régulièrement, bon, vous n'êtes pas d'accord avec ce texte, mais solidarité avec le président, solidarité avec le gouvernement, votez comme on vous dit de voter. Ces 3 tutelles, s'ils ne s'en affranchissent pas, ça va les transformer pour certains en frondeurs, parce qu'ils vont se révolter, et c'est pas bon. Pour d'autres en godillot. La seule tutelle, c'est celle d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, le lendemain du second tour, ils recevront une lettre, chacun, qui leur dira, n'oubliez pas qui vous a fait député, il s'appelle Emmanuel Macron.
Besoin d'une vraie opposition, d'un équilibre, d'expérience aussi. Ce sont les arguments de la droite qui arrivent deuxième et qui risquent de perdre la moitié de ses députés. Sur 199 sortants, il n'en resterait que 80 à 120 selon les projections de notre partenaire Elab. François Baroin appelle à un sursaut pour le second tour. Aymeric Barraud, on vous retrouve en direct du siège du parti où un bureau politique se tiendra en fin de matinée et ça s'annonce pour le moins tendu. Oui, car les espoirs de revanche après la présidentielle sont définitivement envolés pour la droite. Et évidemment, les tensions, les affrontements entre deux lignes déjà saillants après la présidentielle vont encore se renforcer. D'un côté, les partisans d'une ligne dure, c'est le cas de Laurent Wauquiez, c'est le cas d'Éric Ciotti, le candidat, le député sortant des Alpes-Maritimes, bien parti pour être réélu dans sa circonscription, qui dénonce un risque de pensée unique avec ce raz-de-marée de la République en marche. En face de cette ligne dure, on a une ligne plus modérée. C'est le cas de Christian Estrosi qui explique que si la droite n'avait pas joué la carte de la cohabitation dès le soir de l'élection d'Emmanuel Macron, eh bien, le parti n'en serait pas là, avec le risque de connaître le pire résultat de son histoire électorale dimanche prochain. Des partisans de ligne modérée comme Thierry Solaire, par exemple, le député sortant des Hauts-de-Seine, qui est bien parti lui aussi pour être réélu, sous l'étiquette Les Républicains, mais qui accepte l'attendu d'Emmanuel Macron et qui pourrait voter la confiance du nouveau gouvernement. Entre ces deux lignes qui semblent irréconciliables, eh bien, mission périlleuse, mission quasi impossible pour François Baroin, tenter de remobiliser l'électorat, le parti. François Baroin, le chef de file de cette campagne des législatives, qui appelle à un sursaut de mobilisation et une lutte programme contre programme pour tenter de limiter la casse dimanche prochain. Aymeric Barraud avec Philippe Vigneault. Alors, qui prendra le leadership chez les Républicains après le second tour? Le nom de Xavier Bertrand a été avancé par Jean-Pierre Raffarin. Il était ce matin l'invité Xavier Bertrand de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Il a soigneusement évité, esquivé toutes les questions sur le sujet. En revanche, il appelle au Front républicain lorsqu'un candidat Front National est toujours en course. Nous avions au soir des présidentielles 23 circonscriptions dans lesquelles le Front National était arrivé en tête et pouvait être élu. Il y a encore, au moment où je vous parle, peut-être 6-7 circonscriptions où le Front National peut l'emporter. Moi, ce que j'ai dit une bonne partie de la soirée à certains de mes candidats, droite et centre, qui étaient éliminés dans la région, je leur ai dit, quelles que soient les différences, quelles que soient les oppositions que vous pouvez avoir avec un candidat d'En Marche, s'il est opposé au Front National, il faut voter pour le candidat d'En Marche. Le Front National, les dirigeants du Front National, les solutions du Front National, ce sont les plus mauvaises possibles pour notre pays. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas des solutions efficaces. Bon, Christophe, on sent bien qu'il y a quand même un vrai problème de ligne politique. À droite. Ils sont au début de leur crise idéologique. C'est-à-dire que le PS est au fond du trou, Laurent l'a très bien décrit tout à l'heure. La droite est au début de son problème idéologique. Elle va avoir un groupe assez important. La vie politique de la droite ne se passera pas au groupe. Elle se passera dans ce que les Républicains vont essayer de reconstruire. Une seule chance pour la droite, s'appuyer sur son tissu d'élus locaux. Ils ont ce maillage, ça leur permettra de reconstruire un parti qui ne soit pas vertical, mais qui s'inspire de ce qui s'est passé, la nécessité d'irradier la société. Que la droite s'appuie sur les élus locaux, elle fera remonter une certaine forme de sagesse. Ensuite, la droite a devant elle un grand rendez-vous idéologique. C'est pour l'automne, il faut qu'elle choisisse sa ligne. Au risque de la scission, d'un côté les modérés, de l'autre côté les identitaires qui tendront la main au Front National, au péril de la guerre des chefs, parce qu'il faudra bien un chef, mais c'est la seule chance pour elle de dire aux Français, nous sommes en train de préparer un programme qui peut être un jour un programme d'alternance ou de continuité de ce que Macron va faire. La gauche, vous l'évoquiez, c'est la débâcle, moins de 10% des voix pour le PS et les radicaux de gauche. En comptant les écologistes, ça pourrait déboucher sur une grosse trentaine de sièges. Patrick Sauce, qui sont les grands brûlés de la gauche pour ces législatives? Eh bien, ils sont sacrément nombreux. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde la liste des anciens ministres des différents gouvernements du quinquennat Hollande, eh bien, c'est assez terrible pour l'ancienne majorité. Évidemment, on pense à Benoît Hamon qui est en train de poursuivre sa descente aux enfers. Il va fêter ses 50 ans dans quelques jours. Il est temps qu'il parte vraiment en vacances parce qu'après son score très petit de la présidentielle, eh bien, il est éjecté de son propre fief de Trappes. Il le dit, c'est à 80 voix près, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Et c'est pareil d'ailleurs pour Cécile Duflot.
Duflot, qui elle, on le rappelle, a vécu quelques mois assez difficiles, avait été sortie dès le premier tour des primaires écologistes. Eh bien, elle ne fait pas mieux dans la 6e circonscription de Paris. Puis vous voyez, vous rajoutez Juliette Méadel, qui fait à peine 8%, Mathias Fékel, qui paye le très fort taux d'abstention dans le Lot-et-Garonne, Christian Eckert, Aurélie Filippetti, Emmanuel Cos, Pascal Boitard, mais j'aurais pu rajouter Kader Arif, Christophe Sirug ou encore Ségolène Neuville. En tout, on arrive à une quinzaine de membres du gouvernement qui étaient au plus haut poste pendant 5 ans ou presque et qui se retrouvent sans aucun mandat, en tout cas national. Alors qui s'en sort? Finalement, ce sont les poids lourds. Il y a évidemment Manuel Valls qui devra quand même faire face à un second tour et surtout à un entre-deux-tours. La semaine s'annonce très féroce face à la candidate de la France Insoumise, Najat Vallaud-Belkacem. Ça s'annonce extrêmement compliqué. Elle est en ballottage extrêmement défavorable dans le Rhône. Pourtant, c'est un fief socialiste à Villeurbanne. Et puis, il y a les cas particuliers. Ce sont les circonscriptions protégées par La République En Marche. Ça a fonctionné pour Stéphane Le Foll dans la Sarthe ou encore Marisol Touraine en Indre-et-Loire. Les deux anciens ministres arrivent en tête dans leur circonscription. Et puis, Jean-Jacques Urvoas, mais à lui, ce sera assez difficile. Il avait évité soigneusement de se prononcer vraiment en faveur de Benoît Hamon ou en faveur de La République En Marche. Il se retrouve largement derrière dans le Finistère. Le feuilleton Manuel Valls, vous l'évoquiez, il est arrivé en tête à Évry. Julia Van Nets, vous êtes sur place pour BFM TV. En tête, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il est certain de conserver son fauteuil. Oui, second tour à haut risque pour l'ex-premier ministre. Certes arrivé en tête avec 25,45% des voix dans cette première circonscription de l'Essonne. C'est une circonscription très à gauche. On le rappelle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête ici au premier tour de la présidentielle. Et justement, Manuel Valls, il est en ballottage avec une candidate, la France Insoumise, Farida Amrani, 40 ans, issue de la société civile. Elle est peu connue du grand public et elle a recueilli 17% des voix. Cette candidate qui, durant l'entre-deux tours, espère séduire les abstentionnistes, mais aussi tous les déçus du socialisme. C'est donc une candidate, une adversaire très sérieuse pour Manuel Valls qui joue ici à Évry son avenir politique. Julia Van Elst avec Audrey Vuettas pour BFM TV. Le Front National, lui, se voyait il y a quelques semaines avec une 60aine de députés. Et puis finalement, il va s'en sortir sans doute avec 1 ou 4 députés. Pas plus, c'est une vraie déception pour le FN. On se souvient, Laurent Neumann, qu'il était arrivé il était arrivé en tête dans 45 circonscriptions de ce deuxième tour. On va aller voir évidemment comment ça se passe sur le terrain. Oui, notamment pour Marine Le Pen. Elle a de bonnes chances d'entrer à l'Assemblée. Alexis Cuvillier, Kevin Drouin. Quand elle passe la porte de son QG ninois vers 20h30, les applaudissements sont nourris. Après sa tentative malheureuse en 2012, Marine Le Pen semble en passe de réussir son pari. La patronne du Front National est en ballottage très favorable. J'arrive largement en tête avec près de 45% des voix. Il est fondamental de se déplacer dimanche prochain pour aller défendre nos idées. Un appel à la mobilisation, car derrière ce bon score, il y a de la déception au niveau national. Avec près de 14% des voix, le FN est largement en dessous de son score de la dernière présidentielle. Patron de la campagne du FN pour ces législatives, Nicolas Bay a été éliminé dès le premier tour. Une tendance générale qui, c'est vrai, est un peu difficile. On a un tassement qui est un peu plus important que ce qu'on aurait pu espérer. Élimination également de Franck Delapersonne dans la Somme, sur les terres du site Whirlpool. Marine Le Pen y était arrivée en tête aux 2 tours de la présidentielle. Le parti accuse l'abstention importante, mais sort fragilisé d'une campagne marquée par les doutes sur sa ligne politique. Critiqué en interne, Florian Philippot décroche la première place en Moselle, avec un petit point d'avance sur le candidat de La République En Marche. Est-ce qu'on veut l'augmentation de la CSG, la loi travail, l'arrivée massive de migrants, comme le veut M. Macron, ou est-ce qu'on veut des députés de contrôle, d'opposition, d'alternatives patriotes à l'Assemblée nationale, ce que nous serons? Le parti ne devrait pas réussir à atteindre le chiffre de 15 élus dimanche prochain, le seuil qui lui aurait permis d'obtenir pour la première fois un groupe parlementaire dans la future Assemblée. Je viens à vous, Laurent Neumann, le Front National qui est sans doute la plus grande victime de l'abstention. Bah oui, plus de 7 millions de voix au premier tour. En gros, le Front National a perdu 4,5 millions de voix par rapport à ce premier tour des législatives. Et je ne prends même pas en compte les 10,5 millions de voix du second tour. Donc il y a bien eu une démobilisation. Et c'est intéressant parce qu'on pensait que les électeurs du Front National, dès lors qu'ils avaient voté une fois, eh bien ils étaient les plus mobilisés de tous. Non, ils ont considéré qu'au fond, l'élection législative
législatives, elle était déjà jouée, que les Français donneraient une majorité à Emmanuel Macron. Et puis, il faut le dire aussi, Marine Le Pen et donc le Front National, par ricochet, ne se sont peut-être pas remis de ce fameux débat de l'entre-deux tours. Peut-être que tout bascule à ce moment-là et que ces législatives, ça vient beaucoup trop tôt pour se refaire une santé. Bref, il y aura sans doute quelques députés Front National à l'Assemblée, mais très peu. Marine Le Pen, elle, est quasi sûre d'y être. Et d'ailleurs, sur cette explication des militants, des électeurs Front National, c'est vrai qu'il y a eu ce crash en direct de Marine Le Pen lors du débat, mais aussi un début de polémique ou de remise en question au sein même du parti, de division. On se souvient du départ de la vie politique de Marion Maréchal Le Pen. C'est un premier coup dur pour Marine Le Pen après le second tour. Et puis cette question de la sortie de l'euro, du programme, il n'y a pas de remise en question claire. Évidemment, c'est trop tôt, Laurent le disait à l'instant, mais c'est profond comme problème au sein du Front National. Donc Marine Le Pen n'a absolument pas réussi à transformer l'essai, si ce n'est du second tour, en tout cas du premier tour de la présidentielle. Et c'est la même chose pour la France Insoumise, qui perd elle aussi 4,5 millions de voix par rapport au premier tour de la présidentielle, 11% au niveau national. Ça veut dire une quinzaine de députés selon nos projections. Jean-Luc Mélenchon, lui, réussit son implantation à Marseille. Néla Latrousse, vous êtes sur place au second tour. Il affrontera une candidate En Marche et ça lui va bien. Mais ce sera un duel effectivement dimanche prochain parce que l'abstention ici sur cette 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, elle a été fatale au sortant socialiste Patrick Mennucci, éliminé avec 12,5% des voix, qui ne donne pas de consigne de vote. Mais Jean-Luc Mélenchon, d'ores et déjà, il tend la main aux électeurs socialistes. Il est en ballottage favorable, arrivé en tête avec 34,31% des voix. Il affrontera la candidate macroniste Corinne Versini, arrivée derrière lui avec 22,66%, des résultats qui permettent en tout cas au leader de la France Insoumise d'envisager sereinement un siège à l'Assemblée nationale, celui-là même qu'il avait raté en 2012, mais impossible de parier sur le nombre de députés insoumis qui siégeront à ses côtés, parce qu'effectivement son mouvement au national, il est en très net recul par rapport au premier tour de la présidentielle. En tout cas hier, ses équipes espéraient au mieux pouvoir constituer un groupe parlementaire seul, c'est-à-dire sans le Parti communiste, sans le Parti socialiste, sans Europe Écologie Les Verts. Néla Latrousse à Marseille pour BFM TV. À suivre sur BFM TV, on se projette sur le second tour. La République En Marche va-t-elle dominer ou écraser la concurrence? Les partis traditionnels ont pratiquement fait leur deuil de ces législatives. En coulisses, ça commence à s'agiter. Retrouvez tous les résultats de ce premier tour sur le site bfmtv.com. Vous entrez votre circonscription et vous aurez tous les chiffres et tous les détails.